Notre invité aujourd'hui est une personne que beaucoup d'entre vous ont suivie en grandissant. Récemment, vous l'admirez peut-être pour quelque chose d'encore plus important que son métier d'acteur. Sean Kanan est un acteur primé aux Emmy Awards, auteur à succès et l'un des visages les plus reconnaissables d'Hollywood, avec des décennies de rôles emblématiques qui ont marqué la culture populaire. Au-delà de l'écran, Sean a révélé une chose encore plus rare dans le divertissement, du courage. Bienvenue Sean, merci. C'est un plaisir d'être ici. C'est votre première fois en Israël, je crois. Oui, c'est une fois. Oh mon Dieu, quelles sont vos impressions? Il m'a fallu 59 ans, mais j'y suis arrivé. Ne dis à personne ton âge, Sean, mais je vais devoir le faire, Sean. Qu'en penses-tu? Comment ça fait? C'est une question très vaste. Il y a beaucoup à dire. Ma première pensée a été que, tu sais, en grandissant aux États-Unis, dans la ville où j'ai grandi, en Pennsylvanie, il y avait genre 5 enfants juifs. Donc, j'ai toujours fait partie de la minorité. Est-ce que tu le ressentais? Beaucoup? Oui, vraiment beaucoup. Tellement, oui. Et tu sais, en descendant de l'avion et en voyant les drapeaux avec l'étoile de David et en voyant que pratiquement tout le monde est juif et tout ça, c'est presque comme passer de l'autre côté du miroir. Tu sais, c'est un peu comme un univers alternatif quand on vient de cette éducation-là. Oui. Et évidemment, il y a tellement d'histoires ici. Et pour moi, il y a eu tout de suite ce sentiment de «Oh, c'est» tu vois? Il existe une connexion ancestrale que je trouve importante. Il est essentiel que chaque juif voie cela, mais aussi que tout le monde le fasse. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Qu'est-ce que tu penses qui t'a pris autant de temps? Tu sais, au fil des années, j'ai eu beaucoup d'occasions presque concrètes de le faire et ça ne s'est jamais vraiment fait. Il y a quelques années, j'étais à Dubaï et je devais venir ici. Et à la dernière minute, je n'ai pas pu. Ma femme et moi, on a vraiment été déçus par ça. Par hasard, je retourne à Dubaï la semaine prochaine pour une conférence. J'ai dit, écoute, j'ai du temps libre entre les tournages. On sera à 3 heures d'ici. Il faut qu'on fasse ça. Et donc tout le monde pense qu'on est fou parce qu'on n'est pas venu ici avec une grande tournée ou une délégation sous l'égide d'un groupe quelconque. On s'est juste dit, bah, tu sais quoi, on est des voyageurs du monde, on va improviser. Ouais, C'est de plus en plus rare. Eh bien, c'est vraiment incroyable. Alors, je suppose que ma question est, tu sais, tu fais partie de ces personnes où si quelqu'un, tu sais, Adam Sandler et ses chansons, celui-ci est juif, celui-là est juif, personne n'a jamais pensé ou su que tu étais juive en grandissant. On aurait été tellement contents. N'est-ce pas drôle pourtant? ouais, tu sais, j'ai toujours été franc sur le fait d'être juif, mais oui, je suppose. Donc, On te dit souvent, tu n'as pas l'air juive. eh bien, c'est drôle que tu dises ça, tu sais, c'est quelque chose qu'on entend. Et je pense qu'à cause de ça, il y a eu des moments dans ma vie où peut-être j'ai été moins exposé à certains des actes antisémites apparents. Malheureusement, c'est tellement répandu aujourd'hui. Et écoute, je ne suis en aucun cas, sous aucune forme, le genre de personne qui s'identifie à une quelconque victimisation. Non, bien sûr que non. Mais je pense qu'il y a eu des moments aussi où, parce que les gens ne pensaient pas que j'étais juif, j'entendais aussi des choses que les gens n'auraient peut-être pas dites s'ils avaient su. Donc, j'ai eu, vous savez, une relation intéressante des 2 côtés de la médaille avec le fait d'être juif. C'est intéressant, ça m'est arrivé aussi. Les gens supposent que je suis espagnole, italienne ou du Moyen-Orient. Tu as déjà eu ça? Mais tu n'as pas l'air juif. Oui, mais tu ne sembles pas juif. Moi, je crois en avoir l'air, mais je pourrais être autre chose, n'importe quoi. Mais Sean, tu sais, tu viens de mentionner l'antisémitisme, et tu sais, je dis toujours ça à propos des Juifs américains. Pour la plupart, ce n'était pas de l'antisémitisme flagrant. Nous avons vu un changement ces dernières années, surtout après le 7 octobre. Tu es quelqu'un qui a grandi à Hollywood, tu as grandi là-bas, tu y es depuis que tu es très jeune. Comment as-tu vu les 2 dernières années se dérouler et quels sont tes sentiments? Eh bien, il y a sans aucun doute eu un changement de paradigme. Je veux dire, il faudrait être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Ça a été vraiment perturbant. Vraiment. Je veux dire, comment l'as-tu vécu? Eh ben, je veux dire, tu sais, il y a de nombreux, tu sais, militants anti-Israël à Hollywood N'est-ce pas? et ils sont très bruyants. Ce sont les mêmes personnes qui poussent constamment.
Ouais, et je pense aussi qu'il y a eu en quelque sorte, c'est comme si c'était presque à la mode, Oui, tu sais. et je pense que c'est le cas. Malheureusement, dans la société, il y a en quelque sorte une distinction entre les soi-disant opprimés et les oppresseurs. Oui, Et il y a eu cette confusion entre, vous savez, tous les différents groupes qui sont supposément opprimés et tous les différents groupes qui sont les oppresseurs. Et c'est devenu très à la mode de, vous savez, suivre le mouvement. Et je suppose que sans vraiment comprendre, je pense et je suppose, les Juifs à Hollywood ont trop de succès pour être vus comme une classe opprimée. Et aussi, les Juifs ne se victimisent pas de la même manière que d'autres groupes. je ne sais pas pour ça. Je pense qu'il y a certainement une partie des Juifs qui font ça. Je pense qu'il y a une partie des Juifs qui sont des Juifs qui se détestent eux-mêmes. Oh, c'est sûr. Et je ne sais pas, j'ai dit que je n'allais pas trop parler politique, mais regardez New York actuellement, Oh Seigneur. et je ne sais pas. Ce sont des temps étranges, vraiment des temps étranges, et la seule chose que vous savez, l'une des raisons pour lesquelles je voulais venir ici, c'est que je voulais voir par moi-même à quoi ressemble Israël. Et vous savez, beaucoup de gens m'ont demandé, à moi et à ma femme, avez-vous fait ceci? Avez-vous fait cela? Avez-vous fait ceci? Et évidemment, il est important de faire beaucoup des endroits incontournables que vous voulez voir ici en Israël. Mais surtout, je voulais vraiment interagir avec les Israéliens au quotidien. Et donc, nous n'avons peut-être pas fait autant de sites touristiques classiques, n'est-ce pas? Nous sommes simplement allés dîner pour le Shabbat chez une famille juive ordinaire. Tu sais, Sortis et, tu sais, de passer du temps avec des gens normaux. Et je pense que c'est la meilleure façon de comprendre à quoi ressemble une société et ce que tu en penses. quelles sont tes impressions? Eh bien, Toi, l'une des choses qui m'a surpris quand nous sommes arrivés à Tel Aviv, c'est que j'imaginais qu'on allait voir une présence militaire très marquée. On entend toujours parler, tu sais, de voir des filles de 18 ans avec des M16. Je n'en ai pas vu une seule. Soldats à Tel Aviv. oui, quand tu es venu à Jérusalem, j'ai vu. À Tel Aviv, tu ne vois que des hipsters. Oui, oui, c'est vrai, mais c'était génial. J'aime vraiment Tel Aviv, mais à Jérusalem, on en a vu pas mal. Et c'est la réalité. Moi, c'est comme ça. On n'a pas l'habitude de voir ça aux États-Unis. J'ai vécu en Italie pendant un certain temps. Et même en Italie et dans beaucoup de pays européens, c'est normal de voir, par exemple, les cardinaux en Italie avec des mitraillettes. Et ça fait partie de la culture. On n'a pas l'habitude de voir ça aux États-Unis, en fait. Je crois que la seule fois où je me souviens avoir vu ça, c'était après le 11 septembre, quand il y avait des soldats de la garde nationale armés de cette façon dans le métro et dans les lieux publics. Mais on ne voit pas ça normalement. Intéressant, c'est une société plus militarisée. Nous venons tout juste de sortir d'une guerre, enfin pas vraiment. On ne sait même pas si elle est finie. Ce que beaucoup ignorent sur Jérusalem, c'est que c'est la ville la plus multiculturelle du pays, avec 40% d'Arabes musulmans. La majorité sont des personnes pacifiques. Cependant, il faut rester vigilant face aux radicaux, d'où la nécessité d'une sécurité renforcée. Vous savez, allez marcher dans la vieille ville et vous voyez tous les différents stands où les gens vendent leurs affaires. Vous voyez un juif, un musulman et un chrétien. Je leur ai parlé et ils disaient on s'entend tous bien. Oui, les gens ne comprennent pas cela. Et je pense que c'est une représentation et une métaphore intéressante de ce qui pourrait et devrait être. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pourquoi j'étais vraiment autant aussi fasciné par le côté historique, par toutes les choses incroyables à voir dans la vieille ville. Pour moi, c'était quelque chose qui redonnait de l'espoir. Eh bien, quand on entend jour et nuit dans les médias traditionnels qu'Israël est un État d'apartheid génocidaire, quand on voit juifs et arabes marcher et manger ensemble dans les mêmes cafés, se promener aux mêmes endroits, on se demande où est l'apartheid. Je veux dire, vous savez, et au-delà de ça, il y a des Arabes à la Knesset, ce sont des Arabes. Oui, bien sûr. Dans le système judiciaire, il y a des médecins et avocats. Dès notre arrivée à l'aéroport Ben Gourion, nous avons remarqué que tous les panneaux sont aussi en arabe.
Et un pays qui serait un pays d'apartheid ne faciliterait pas la possibilité pour les personnes soi-disant opprimées de comprendre, d'interagir et de communiquer dans la société. C'est l'une des idées fausses, et cela relève de la diabolisation d'Israël. J'ai aussi entendu que tu as un nouveau film à venir. Oui, mais il n'est pas encore sorti. Ma femme et moi avons écrit et produit un film d'action intitulé Body Man, qu'elle a également réalisé. Super. Affaire de famille? Affaire de famille. Le népotisme est courant dans la production familiale, surtout pour mon beau-fils. Le fils de Michel, monteur récompensé 3 fois par le prix CLIA, a travaillé pour nous et nous avons fait participer les autres enfants. Et ça va sortir à un moment donné, probablement au milieu de cette année. Et oui, on vous a apporté un petit extrait, une bande-annonce à vous montrer. Eh bien, nous aimerions voir cet extrait. Le voici. Ce n'est pas de la sécurité, c'est une guerre de l'ombre. Tu veux une guerre, très bien, mais tu ferais mieux d'espérer qu'elle se termine vite. Tu me connais? Je ne travaille pas bien avec les autres et je ne fais pas de capture et relâche. Personne n'aime un soldat de plomb, mais il joue avec de vraies armes. J'ai enterré ma fille maintenant. Un vrai monstre. Pourquoi tu ne vois pas si tu peux suivre, vieux monsieur? Évidemment, c'est typique de James. Elle aurait forcément un garde du corps. C'est un garde du corps. Ce n'est pas une unité de protection classique. Donne-moi 5 minutes. Je vais faire 3 cartes maintenant dans les filets. Ils en reçoivent 3. Elles sont offensives, pas défensives. Evelyn James ne se présente pas seulement à un poste, elle se présente pour l'avenir. On ne peut faire confiance à personne. Tu mènes tes guerres avec tes électeurs, ils veulent toujours qu'on paie leurs factures. Je t'aurais donné un Léo, je t'aurais donné le pouvoir. Tu vas me donner une laisse. Les filles sont dans la maison, on y va fort et vite. Ou on fait sauter la porte. Tu as une meilleure idée. En fait, oui, j'en ai une. Le pouvoir comme un moyen d'utilisation. Dans l'histoire, seulement quand les lâches ont l'occasion de l'écrire. Elle a nettoyé tout un foutu complexe sans nous, mec. Alors, Sean, maintenant, parle-nous un peu de la communauté créative dont tu fais partie. Ces dernières années, tu as participé au retour de la franchise Karate Kid. Je crois que tu es dans Cobra Kai, que mes enfants regardent. Et c'est tellement excitant pour moi parce que j'ai grandi en regardant Karate Kid. Toi et les autres, bien sûr. Et maintenant, on a une sorte de continuité avec Cobra Kai. Oui, cette franchise emblématique. Oui, ce n'est pas très souvent dans la carrière d'un acteur qu'on a l'occasion de reprendre un rôle. Oui. Que tu as d'abord... En tant qu'adulte? Oui, en tant qu'adulte, ouais. Et aussi de faire partie du spectacle quand c'est devenu un phénomène mondial. J'ai souvent plaisanté en disant que mon vrai talent a été de m'accrocher à des succès qui me dépassaient. Cela fait 25 ans que j'ai débuté dans Amour, gloire et beauté, le feuilleton quotidien le plus regardé et diffusé dans le monde entier. Heureusement pas en Israël. Mais oui, j'ai grandi en le regardant et... Vous savez, il m'a fallu un certain temps pour rejoindre Cobra Kai. Je ne suis arrivé qu'à la 5e et la 6e saison. Mais quand je suis arrivé, la série était déjà passée de YouTube Red. Quand c'était ce petit moteur qui pouvait, et au moment où je suis arrivé, c'était sur Netflix. Vous savez, c'était devenu ce mastodonte international. C'est vraiment incroyable et je suis tellement ravie de son succès phénoménal. Et en général, vous savez, je pense qu'à Hollywood, ce qu'on voit, c'est de plus en plus un passage, je suppose, vers les services de streaming. Est-ce que ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas du tout parce que j'ai créé une série en streaming appelée Studio City qui a remporté l'Emmy de la meilleure mini-série dramatique. Donc, vous savez, je suis très chanceux. Je peux jouer dans les deux domaines. Je suis dans Amour, gloire et beauté, qui est diffusé sur Columbia Broadcasting System, qui est évidemment l'un des réseaux originaux, et aussi dans une série qui est sur une plateforme de streaming.
Ce qui est génial, c'est que quand j'ai commencé à jouer, il n'y avait que American Broadcasting Company, Columbia Broadcasting System, National Broadcasting Company, puis Fox est apparu. Et maintenant, avec toutes les différentes plateformes de streaming, le monde réclame plus de contenu. Donc, à bien des égards, il y a plus de travail pour les créatifs. C'est ironique parce que tout le monde panique à propos de l'intelligence artificielle, non? Et les créateurs sont tellement paniqués à ce sujet, oui? Écoute, je ne sais pas. Je veux dire, la technologie dans le secteur du divertissement a toujours été accueillie au début avec un peu de scepticisme sain, tu vois. Autrefois, on disait « Qui va voir des films où ça parle ?» Tu sais, Quand ils avaient le cinéma muet. oui. Qui voudra voir des gens parler? Oui? Je pense aussi, cependant, qu'il y a une très grande volonté concertée d'être très prudent quant à la manière dont l'intelligence artificielle entre dans le secteur du divertissement. Vous savez, il y a beaucoup de règles qui ont été mises en place avec le syndicat des acteurs pour protéger les acteurs afin que leur image ne soit pas reproduite par l'intelligence artificielle ou modifiée, ce que vous dites ou ce genre de choses. Écoutez, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, non? Spider-Man, c'est pareil selon moi. Nous allons continuer à avoir de nouvelles technologies pour divertir les gens et elles doivent être utilisées avec un sens sain des responsabilités. Donc, vous savez, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de l'accepter parce qu'elle est là. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut juste apprendre à vivre avec ou à s'y adapter. Exactement. Mais on ne peut pas nier que c'est le même principe qu'Internet. Regardez, Je veux dire, vous savez, Internet a été l'un des plus grands créateurs de richesse de l'histoire. Cela nous a permis de rendre le monde beaucoup plus petit et de communiquer en temps réel. Mais il y a évidemment beaucoup d'aspects négatifs et de conséquences néfastes lorsqu'il n'est pas utilisé de manière responsable. je crois qu'on l'a toutes les deux remarqué, tu as pris position en venant ici. Sean, tu es en Israël et tu publies à ce sujet. Est-ce que tu t'inquiètes des réactions négatives que tu pourrais recevoir en venant ici? Je suis sûr qu'il y en aura, tu sais, ce n'est pas sous mon contrôle. Écoute, je ne viens pas ici pour défendre une position politique radicale. Oui, Je fais ce que tout le monde devrait faire, ça s'appelle penser de façon critique. oui. Tu sais, au lieu de ça, viens faire un peu de pensée critique, viens voir par toi-même, Oui. parce qu'il y a tellement de gens qui répètent des opinions qui ne sont même pas les leurs, basées très souvent sur une réalité qui n'est même pas celle de la situation. Eh bien, ils n'en savent rien non plus. J'ai toujours été le genre de gars à prendre mes propres décisions et crois-moi, je le suis aussi. Tu sais, s'il y avait des choses que je voyais et avec lesquelles je n'étais pas d'accord, je le dirais. Alors, est-ce que je suis inquiet? Les gens diront ce qu'ils veulent, ce n'est pas sous mon contrôle. Ce que je peux contrôler, c'est la façon dont je choisis d'y réagir et ce que je décide de dire en mon nom. Waouh, c'est incroyable, c'est admirable. Alors, si tu devais résumer ton voyage ou tes impressions sur Israël après avoir passé une semaine ici, que dirais-tu? Qu'est-ce que tu raconterais aux gens? Je dirais aux gens que je vais certainement revenir. C'est génial parce que ce n'était qu'un tout petit aperçu de ce que j'imagine que le pays peut offrir. Il est impossible, avec le temps limité que j'ai passé ici, de tout voir. J'essaie de voir autant que possible. J'ai trouvé les Israéliens, et j'espère que cela ne sera pas mal interprété, mais étonnamment chaleureux, et je veux dire, même les Israéliens le disent d'eux-mêmes. Sabra, N'est-ce pas? Épineux, piquante, dur à l'extérieur. chaleureux à l'intérieur. Mais j'ai trouvé que les gens étaient vraiment accueillants et gentils, et la nourriture est excellente. Je dis toujours qu'il est difficile de mal manger en Israël. Tout est si frais. Tout est vraiment, vraiment délicieux. Tu as raison. J'aurais aimé venir quand il faisait un peu plus chaud, pour profiter des plages, parce qu'elles ont l'air incroyables. Elles le sont. Ça veut dire que tu dois juste revenir en été. Absolument, j'ai hâte à ça. Et d'ici, tu pars à Dubaï? Je vais partir à Dubaï, où je vais intervenir à un événement appelé le Sommet des Gladiateurs. J'ai écrit 5 livres principalement axés sur le développement personnel. Des livres d'entraide. La trilogie la plus célèbre est la série La Voix du Cobra. Cobra est l'acronyme de caractère, optimisation, équilibre, respect et abondance.
Le troisième livre de la trilogie, coécrit avec ma femme Michelle, s'intitule Couple Scobra. Nous avons repris les stratégies et la philosophie des 2 premiers livres qui ont eu du succès et les avons appliqués aux relations. Waouh, eh bien, je trouve ça incroyable que toi et ta femme ayez ce genre d'entreprise ensemble. Je pense que je divorcerais si je travaillais 2 semaines avec mon mari, mais c'est formidable que vous y arriviez. Nous avons vraiment des compétences très différentes. N'est-ce pas? Donc, elle se complète. Elle est incroyablement talentueuse, elle a beaucoup de compétences. Je n'en ai pas, j'en ai peut-être 1 ou 2 qu'elle a partiellement, mais nous formons vraiment une bonne équipe. Et tu sais, c'est ma meilleure amie. Je l'aime, j'aime travailler avec elle, et elle m'a aidé à devenir un meilleur acteur, un meilleur producteur et un meilleur scénariste. Et je pense que je l'ai aidé à faire de même. C'est incroyable. Et quand tu vas, tu sais, j'ai été très impliquée dans les accords d'Abraham en 2020, un accomplissement incroyable. C'était un accomplissement incroyable, essentiellement du gouvernement américain, tu sais, de la première administration de Trump. Et tu sais, ils étaient un peu gelés depuis 2 ans à cause de la guerre. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir parce qu'Israël est en guerre régionale avec le monde arabe. Même s'ils ont, tu sais, ils ont fait la paix avec nous, tu sais, ils sont restés prudents, ils ont été un peu froids, mais je crois que les choses vont revenir à la normale. Quelles ont été tes impressions sur les Émirats arabes unis? Tu y es allé plusieurs fois maintenant, Non, je n'y suis allé qu'une seule fois. n'est-ce pas? Les gens que je connais, et je suis d'accord avec eux, plaisantent tous en disant que Dubaï, c'est comme Las Vegas sans les jeux d'argent. Je suis d'accord, tu sais. Tout est magnifique et c'est neuf. Et il y a tellement d'innovations incroyables qu'il est impossible d'y aller sans être impressionné. Encore une fois, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Tu sais, dans ma tête, je me disais, bon, ça va être une société très fermée, avec beaucoup de restrictions et tout ça. Je n'ai rien ressenti de cela. Les gens sont très chaleureux et la nourriture délicieuse. Oui, Et j'ai vraiment aimé et j'ai très hâte d'y retourner. Et vous savez, en étant un peu un ambassadeur, venant tout juste d'Israël et en disant mon Dieu. quel endroit formidable. Et Vous savez, j'ai cette théorie que la plupart du temps, on peut trouver des points communs avec presque n'importe qui en s'asseyant pour partager un repas ou avoir une conversation. vous savez, Les gens ne sont pas monolithiques, ils ne pensent pas tous de la même façon, ils existent sous différentes formes et tailles, et même les pays ne sont pas monolithiques. absolument. Et quand tu parles à quelqu'un, pas en tant que groupe, mais en tant que personne, c'est là que les ponts commencent à se former pour créer un lien, et à partir de ce lien, on crée des relations. Oui, je suis d'accord. Les accords d'Abraham étaient différents des autres traités de paix qu'Israël a signés avec des pays arabes. Parce que c'était vraiment mené par les gens, d'une personne à l'autre. Ça a demandé un acte de foi. Cela a exigé de la foi et de l'écoute, et ils sont restés impliqués malgré 2 années difficiles. Ce n'est pas le cas parce que Vous savez, comme vous pouvez l'imaginer, la rue musulmane est très solidaire de la cause palestinienne, mais les dirigeants sont restés très fermes. La paix avec Israël est une décision stratégique et nous avançons dans ce sens. Et je pense que c'est important que, par exemple, vous soyez maintenant en Israël parce que vous deviez aller aux Émirats arabes unis, à Dubaï, mais c'était toute l'idée, c'était toute l'idée. Et je pense aussi qu'il y a un échange de technologie, de commerce et de choses comme ça. Et plus les différents pays introduisent leurs entreprises dans d'autres pays, plus des liens se forment, à la fois dans les affaires et dans le commerce. Et je pense, vous savez, vous aviez dit que ça avait été un peu froid, que ça avait été un peu lent, Oui, mais laissons-lui un peu de temps. absolument. Et je pense que dans 5 ans, nous allons regarder en arrière et constater qu'il y a un échange non seulement commercial, mais aussi, je pense, un échange d'idées. Et cet échange d'idées, c'est là que je pense que les choses vont vraiment commencer à prendre un effet boule de neige géométrique d'interconnexion qui va permettre des relations plus étroites. J'espère que tu as raison et j'espère que nous assistons simplement au début de ce qui sera des accords de paix régionaux plus larges. Tu sais, il se passe tellement de choses. Sean, tu as quitté l'Amérique, regarde ce qui arrive. Maduro se fait arrêter. Le régime iranien est sur le fil du rasoir, tu sais, mais tu pourrais retourner dans une Amérique très différente. C'est vraiment incroyable à quel point les choses peuvent changer en un instant. Oui, c'est vrai, on vit une époque intéressante, tu sais, comme disent les Chinois,
Puisses-tu vivre une époque intéressante, et c'est notre cas, et tu sais, je pense, plus nous pouvons mettre fin à la violence, et plus nous pourrons commencer à nous regarder les uns les autres avec humanité et tolérance, mieux nous nous porterons tous. Et que mai 2026 apporte la paix pour nous tous. Amen. Merci beaucoup d'être venu en Israël pour voir par vous-même ce qui se passe ici. Je veux simplement remercier le peuple israélien qui a été incroyablement chaleureux. Ça a été un plaisir de faire la connaissance des gens ici et j'ai hâte de revenir. Nous avons hâte de vous revoir et vous souhaitons un excellent voyage aux Émirats arabes unis. Merci d'être notre ambassadrice. Je vous en prie. Merci.